répétera à personne. Effectivement, vous savez que pour toutes les prises de parole, c'est l'heure la plus compliquée, c'est l'heure dite post-prandiale. Et c'est à vous, Jacques Fradin, que revient le redoutable honneur de maintenir l'audience éveillée. Vous êtes médecin psychiatre, vous êtes surtout fondateur du GIECO, ce dont on va parler donc, aujourd'hui, donc qui est un peu l'équivalent du GIEC sur le facteur humain en sciences cognitives. Depuis ce matin, au fond, on tourne autour de ces questions de vulnérabilité et il ressort que pour faire advenir des changements importants, on se heurte à un mur qui est ce mur du facteur humain, des résistances au changement. Vous êtes auteur de nombreux livres sur les questions de stress, de post-trauma. Vous d'ailleurs, vous réhabilitez cette notion de stress qui aujourd'hui est uniquement vue comme terriblement négative, puisque dès qu'on pense stress, on pense burn-out, décompensation, mais on en oublie que sans stress, sans absolument aucun stress, eh ben, on meurt. Et il vaudrait mieux ne pas. Et donc, peut-être avant de commencer et de parler des travaux du GIECO, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vos travaux antérieurs, quelles sont les principales résistances, au fond, au changement de comportement? Pourquoi est-ce que, en dépit du fait que notre cerveau cartésien a compris qu'il fallait qu'on change, on n'y arrive pas? Où est-ce que ça bloque, docteur? Alors, c'est difficile de dire que le cerveau humain bloque. Je crois plutôt qu'il est orienté. Pour donner une première image, c'est ce qu'on appelle la personnalité première ou intrinsèque, qui détermine nos préférences dans les premières années de la vie. Il y a une petite composante génétique également. Donc le cœur de la personnalité. Et là, on fait les choses par plaisir. L'action, le mouvement, l'impulsion, la production de sensations est en soi portée au changement, portée à l'innovation, portée à l'exploration. Autrement dit, nous sommes plutôt spécialisés dans le changement et c'est un peu lorsqu'on est bousculé dans des domaines qui nous attirent moins qu'on peut résister. Bon, ça c'est déjà la première chose. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a des époques qui nous contraignent et qui, dans une certaine mesure, font de nous des opposants, puisqu'on veut nous faire changer là où on n'a pas envie de changer. Et pour en citer quelques-unes qu'on connaît tous, comme la Renaissance par exemple, dont si je peux dire, le slogan était « Libérez vos vocations », eh ben, ça a beaucoup bougé. Hein. Donc je dirais, ou aussi le romantisme, mais je dirais peut-être aussi le siècle des Lumières, le XXe siècle, avec la valorisation de la science, une espèce de société qu'on croyait, et qui peut-être l'était en partie, une société de développement et de progrès. Bref, quand on y croit et que de surcroît, on crée les conditions précoces d'adhésion à quelque chose de commun, de partagé, le romantisme, c'est passer des préférences isolées chacun pour soi à une espèce de bain de culture éducative qui fait qu'il y a des choses partagées dans cette dimension précoce. Donc oui, dans une certaine mesure, nous sommes prédisposés au changement et d'ailleurs dans nos vies personnelles, nous changeons. La question, c'est qu'à l'échelle collective, c'est désordonné, mais jamais le monde n'a autant changé qu'aujourd'hui. Mais vous dites nous comme si c'était un nous générique et alors je vais battre la coulpe de ma corporation, mais souvent comme les journalistes ils aiment faire des oppositions un peu schématiques, un peu binaires. Ouais. On a l'impression que à chaque grand changement il y aurait des personnalités qui seraient adeptes du changement, Oui. qui ont envie d'épouser l'automobile puis l'avion, etc. Et puis des personnes qui sont évidemment éminemment réfractaires, conservatrices. Évidemment ça donne des clivages politiques assez évidents mais qui évoluent un peu puisque aujourd'hui les progressistes, paradoxalement, à cause du dérèglement climatique, sont ceux qui refusent la technique, quand ceux qui l'adoptent, au contraire, font un saut en avant par rapport à la question climatique. Alors, c'est la diversité. Alors, on vante beaucoup la diversité dans le sens biologique du terme. Hein. La diversité des espèces qui fait la robustesse du vivant. C'est-à-dire que quand une espèce est mise en difficulté, il y en a toujours une autre qui en profite et ainsi de suite. Bon. Donc, on va dire la diversité rend robuste le vivant. L'inconvénient, ça rend difficile la coexistence. Même dans notre cerveau, les neuroscientifiques disent qu'on a plus une population de neurones qu'un cerveau, ce qui fait qu'on n'est pas toujours d'accord dedans, quoi. La schizophrénie en étant la caricature, mais nous sommes tous plus ou moins dissonants.
entre les émotions, les impulsions, la raison de ci, la raison de là. Donc déjà, créer la cohésion et la convergence est plus compliqué que créer le désir. Donc ça, c'est un premier élément. Je vais donner un exemple pour illustrer. On a beaucoup parlé pendant, moi je dirais, toutes mes études et au-delà, on parlait beaucoup de biophilie. Bon, comme une espèce de moyen de ramener l'humain sur sa dimension humaine, sa dimension du vivant, appartenant au vivant, et donc capable de s'intégrer dans le vivant. Et puis il y a des études récentes, des méta-analyses notamment, qui montrent que la biophilie est une caractéristique comme une autre de la personnalité, qu'on l'a pas tous, loin de là, et que c'est largement lié au mode de vie des premières années de vie, de cette période sensible. Redit autrement, quand on vit dans un monde loin de la nature, où on valorise des êtres de synthèse et où on passe son temps sur des écrans, c'est vrai, j'ai rien contre les écrans, je m'en sers toute la journée, mais si ça fait partie de l'empreinte, enfin de cette période précoce qui détermine nos préférences, le reste va être compliqué. Donc incontestablement, on peut glisser là déjà un peu sur le GIEC du comportement. Si on veut faire une société durable, il va falloir y réfléchir comme un projet collectif. Et on ne peut pas se contenter de faire des facilitateurs, bref, des nudges, si vous connaissez déjà le terme. C'est utile, hein, c'est pas la question. L'ergonomie cognitive, ça facilite la tâche, mais on est surtout en désir d'ergonomie et de facilitation dans des domaines où on n'a pas de motivation. Et la motivation, à l'inverse, ça se travaille. Mais il y a des leviers pour ça, et évidemment, c'est culturel. Les époques qui ont réussi avaient un projet culturel. Est-ce que justement vous pourriez nous, comme ça on arrive au GIECO, mais nous donner ces leviers pour transformer, bon d'abord réussir à faire de l'alignement et mettre fin à la dissonance neuronale de chacun, mais après comment est-ce qu'on transforme ça à une échelle collective? Je crois qu'il faut créer du désirable, incontestablement. On n'y arrive pas par la sanction, on n'y arrive pas par la contrainte, on n'y arrive même pas vraiment par la raison, quoique on peut en reparler. Mais on y arrive quand même d'abord et avant tout par des passions, par des projets, et ces projets ont d'autant plus de chances d'être porteurs collectivement qu'ils sont cultivés. Redit autrement, il y a une chose qui m'avait beaucoup préoccupé, moi, au début des années 2000, quand j'ai entendu dire, je ne suis pas un spécialiste de la politique européenne, mais par exemple que l'Europe se détournait de la culture générale pour favoriser le développement des métiers. Alors on peut être passionné de son métier. Mais la culture générale, ce n'est pas simplement des savoirs sur ce qui s'est passé avant nous. Ça, c'est la vision un peu bébête, si je peux dire, de la culture. La culture, c'est le partage de passion, le partage de désir, le partage de commun, le partage de coopération. Et incontestablement, si on veut faire ce qu'on appelle en médecine, parce que je suis médecin à la base, de la prévention primaire, c'est-à-dire là où on crée véritablement les conditions de la bonne santé, physique ou mentale, il faut s'intéresser aux conditions d'émergence et pas simplement faire du curatif. Le curatif, c'est tardif, c'est très cher en ressources et c'est pas très gratifiant. Traiter une maladie, c'est pas épanouissant. Mais créer des patients, oui. Donc là, on est sur des processus qui nous font nous poser des grandes questions. Et le GIEC du comportement, c'est apporter les dimensions que la science peut apporter, non pas seulement sur ce qu'on peut faire et qu'on sait faire, qu'on saurait faire, mais sur ce qu'on va faire et qu'on a déjà fait. Parce que les leviers sont évidemment très multiformes. Il y a ce qu'on comprend, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant, assurément. Alors comme on tourne autour, est-ce que vous avez employé plusieurs fois le terme, donc le GIEC des comportements, donc le GIECO, est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont il est né, quelle est sa mission, son objectif? On va arriver sur le rapport que vous avez coordonné il y a 18 mois, mais d'abord c'est né comment et ça fonctionne comment? Alors, je dirais que dans mon écosystème, le groupe de chercheurs ou de médecins avec lequel je travaille dans l'Institut de médecine environnementale, qui est un institut privé que j'ai créé, et des partenaires multiples, dont des grands chercheurs comme Alain Berthoz, dont je reparlerai un petit peu, c'est autour de l'idée qui est née en médecine, disons. On est passé de la médecine des maladies chroniques dans les années 70-80
à la médecine des modes de vie, des facteurs de risque positifs ou négatifs. On s'est rendu compte à travers ce qu'on appelle l'épidémiologie que l'essentiel de la bonne et de la mauvaise santé physique et mentale, donc du bonheur de vivre si je peux dire, se joue dans le mode de vie et pas dans les gènes. On pensait qu'il y avait, d'après les premières études pendant les années 50, 70, 80, 90% de facteurs liés au mode de vie, donc environnement, versus 10 pour la génétique. Et en fait, ça fond comme peau de chagrin. Tout ce qu'on appelle l'épigénétique, la façon dont les gènes se développent, dépend encore de l'environnement. Et donc tout ça pour dire que après il y a encore des mécanismes dans le cerveau qui idéalisent. Vous savez, la nostalgie, c'est le regret de cette période postnatale, de l'environnement, de l'atmosphère, de la culture, du lieu, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont génétiques ou des apprentissages précoces qui laissent des traces qui sont plus que des capacités d'adaptation. Quand on parle de résilience, c'est la capacité à survivre. Mais ce qui nous fait vivre et vivre ensemble, c'est le désir. Et ces motivations profondes sont assurément un des leviers des sociétés qui fonctionnent de façon coordonnée. À l'opposé, plus on développe chacun son truc, plus on est atomisé, si je peux dire, ou disons désordonné collectivement. Et la question, pour moi, aujourd'hui, n'est pas la résistance au changement. On résiste tous au changement, quelles que soient les époques, parce qu'on a une opinion, parce qu'on a des préférences. La question, c'est l'individualisme de ces préférences et leur difficulté à se coordonner. Alors, on est prêt à faire des efforts à condition qu'ils soient communs. Mais alors là, c'est un autre sujet. Je voudrais grouper une question d'ici avec une question du public. Je voulais vous poser la question effectivement des rapports proposés par le GIECO qui mobilisent des très nombreuses disciplines scientifiques. C'est le croisement des regards qui est intéressant. Et donc, quelles conclusions majeures en ressortent pour comprendre actuellement le changement de nos comportements? Et je rajoute en question ombrelle, mais je sais que vous pouvez répondre à deux questions en même temps, cette question du public qui est, selon vous, est-ce que c'est la transition qui change la société ou la société qui change la transition? Les deux, mon ou ma générale. Alors, c'est une question anonyme, donc je ne peux pas... Voilà, ouais. mais je dirais que j'ai envie de rebondir sur le titre du congrès, à savoir la vulnérabilité. Figurez-vous qu'un des domaines que je cite le plus souvent comme exemple contemporain, actuel, dans la société d'aujourd'hui, d'un changement massif, collectif et réussi, et ça dure, c'est le REX ou le RETEX, le retour d'expérience, qui a été développé au départ dans l'aviation, militaire plus précisément, puis civile, puis les entreprises de sécurité, Céveso, etc. Évidemment, il naît dans un domaine où le risque est majeur. Le plus lourd que l'air tombe. Les militaires se battent. Les entreprises chimiques à risque vivent le risque tous les jours et connaissaient beaucoup d'alertes dans les années 70-80. Deuxième élément qui est un facteur de motivation, 75 à 90% des accidents et incidents dans les industries à risque, c'est le facteur humain. C'est une erreur humaine, principalement. Donc deux éléments qui ont poussé ces domaines-là à chercher, je dirais, avec une certaine homogénéité, aussi bien les syndicats que les investisseurs, que les dirigeants, que les pays qui coordonnaient tout ça, ont quand même travaillé d'un commun accord pour dire que c'était sérieux et qu'il fallait faire ça bien. Mais pour autant, c'était loin d'être gagné d'avance. Eh bien, dans le domaine de l'aviation, pour donner cet exemple, on peut en dire beaucoup de choses sur le réchauffement climatique et bien d'autres choses, mais en matière de sécurité, il y a eu une baisse de 30 à 40, un facteur de 30 à 40 de réduction du risque, en sachant qu'on n'a pas changé les humains. On a un peu changé les avions, quoique, pas tant que ça. Et même quand on les a trop changés, ça recrée des facteurs de risque. Ce qui donne le moins de risque, c'est la coordination entre les avions et les humains. Redit autrement, on fait des avions faits pour les humains comme ils sont, de plus en plus. C'est paradoxal. Et à l'inverse, on fait bien sûr des pilotes qui s'adaptent aux avions comme ils sont. Et c'est cette double contrainte qui a fait progresser l'ensemble. Avec la deuxième règle du REX, on apprend des erreurs plus que des succès. Ça, c'est une sacrée révolution. On valorise la vulnérabilité, on valorise l'incertitude, on valorise le risque, on valorise l'échec, on valorise l'incident qu'on fait tous. J'ai
travaillé avec l'armée de l'air à une certaine époque, une de nos thésardes qui a fait sa thèse sur la sécurité aérienne donc dans l'armée de l'air, avec un certain René Amalberti, qui est un des créateurs du Rex, voilà, qui était médecin aussi, et qui l'a créé dans une logique très médicale. En fait, est-ce que l'erreur humaine est fréquente ou pas? Ben oui, 1 acte sur 100, même chez les experts. C'est pas un ordi. Hein. Ce qui fait la force du cerveau humain, et qui reste pour l'instant bien plus puissant en matière de création que les IA les plus puissantes, mais beaucoup plus. Hein. Einstein met toujours au défi, un siècle plus tard, tous les ordis et tous les modèles du monde, et il a raison presque toujours. Encore, un cerveau humain, un seul. Bon, tout seul dans son coin, il n'était même pas dans un labo à l'époque. Bon, qu'est-ce qui fait la force du cerveau humain quand il est vraiment fort? C'est de pouvoir faire ce qu'avait dit Einstein un jour à des collégiens dans un lycée à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un génie? Eh bien, savoir rester sur l'insatisfaction vis-à-vis d'un modèle qui ne nous convient pas, qui ne nous convainc pas, et sans se décourager même si on ne sait pas comment répondre. Voilà. On se décourage moins qu'un autre, et ça donne quelques chances de devenir génial. Un génie, je ne sais pas, mais trouver des choses qu'on n'a jamais trouvées avant. Donc, en d'autres termes, notre faiblesse, quand on la prend comme un atout, est une véritable source de nouveautés. Donc l'essentiel des nouveautés qui ont fait l'innovation et la force de l'aviation, c'est tirer parti des erreurs et des échecs. Redit autrement, l'échec n'est pas un mauvais fonctionnement, c'est le dialogue avec le réel qui ne répond pas à ce qu'on lui a posé comme... Il ne répond pas comme on le pensait à ce qu'on lui a posé comme question. Autrement dit, on dialogue avec le réel, l'échec c'est juste non. C'est comme le non dans une discussion. C'est non, c'est pas comme ça, il faut reprendre autrement. Donc ça n'est pas un échec, c'est un dialogue, c'est un apprentissage. Donc on voit à quel point ce qui fait le plus à côté des passions se regrouper les humains, c'est de partager leurs faiblesses. Fabuleux quand même. Alors c'est assez fabuleux, mais Einstein écrivait et parlait à des collégiens avant l'invention de la généralisation de l'intelligence artificielle. Cette dernière a pour spécificité par rapport aux autres progrès informatiques d'apprendre d'elle-même, ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond, quand grâce à des réseaux de neurones, oui, elle apprend d'elle-même. Vous évoquiez effectivement les risques extrêmement importants qu'il peut y avoir dans l'aviation quand il y a une erreur humaine, et au fond... quand il y a un crash lié à une erreur humaine, comme le crash du Rio-Paris, bah on en parle encore des dizaines d'années après parce qu'il y a eu 229 morts. Et l'idéal de la machine, il est de ne jamais faire d'erreur. Et les premières voitures autonomes commencent à avoir une accidentologie plus faible que les humains. Alors elles commencent, il y a plein de facteurs, elles ne connaissent pas encore les heures de pointe sur la place de l'Étoile à Paris, sinon la machine sera en burn-out. Mais globalement, ça progresse très vite. Et donc, est-ce que vous voyez dans la possibilité de l'intelligence machinique de surpasser l'intelligence humaine pour cette raison? Oh, sûrement, mais peut-être pas sous cette forme. Elle est très bonne là où on est très mauvais. Elle sait mémoriser des milliards de données. Toutes les données scientifiques actuelles et même toutes les données factuelles actuelles qui ont été produites par l'humanité depuis le début de la numérisation sont intégralement stockées dans les intelligences artificielles les plus évoluées. C'était le plus près. Oui, sont intégralement stockées. Autrement dit, elles sont capables de mémoriser la totalité des connaissances. Voilà, ce qu'un cerveau humain n'est pas capable de faire sous cette forme. À l'opposé, le cerveau humain tire parti de sa faiblesse, c'est sa capacité à tirer parti de la complexité et de l'incertitude et de rebondir dessus. Et là, en matière de créativité, l'intelligence artificielle est un complémentaire de l'humain plus qu'un concurrent, pour un temps indéfini. Alors je vois un grand sens de la propos de notre ami Jérôme Wendling, que je vais inviter à nous rejoindre sur scène dans quelques instants, mais viens. Faux départ. Donc on entend l'optimisme de la volonté, opposé au pessimisme de la raison. Pour les gens qui sont au dernier rang, c'est pas de moi, c'est de Gramsci, pour vos dissertations de fin d'année, puisque vous avez des... Voilà. Comment est-ce qu'on peut se servir de tout ce que vous nous avez dit sur le GIECO pour éclairer la décision publique, pour essayer de prendre des moins mauvais choix collectivement parlant? Alors, il y aura, comme toujours dans ce genre d'institutions, 2-3 grandes étapes. Si je reprends le modèle du GIEC, mais l'OMS, c'est la même chose.
Le modèle du GIEC est plus récent et peut-être un peu plus connu. La première étape, c'est de faire la synthèse des publications transdisciplinaires qui touchent au sujet, à toutes les disciplines. Bon, pour ce qui est du comportement, on est au moins à 35 disciplines, voire 70, qui vont des plus fondamentales aux plus appliquées, qui sont le facteur humain dans des domaines qui n'ont rien à voir avec les sciences du comportement, mais le facteur humain y est présent. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et comme le diraient les géomètres, il faut au moins 3 points dans un espace à 3 dimensions pour pouvoir fixer la position d'un point dans l'espace. Mais dans un espace à 70 dimensions, il faut beaucoup de points pour représenter les idées. Donc la multiplication des connaissances et des disciplines, des angles de vue, augmente la robustesse des connaissances. Alors ça, c'est la première des choses. On partage tout ça et on le rend accessible de façon intelligible et non spécialisée pour des non spécialistes, des décideurs d'entreprise, des spécialistes du comportement et n'importe quelle personne curieuse, puisque le GIECO, comme le GIEC, est censé être écrit, et le GIECO plus encore que d'autres, était censé être écrit pour que tout le monde puisse le lire. Tout est dedans pour pouvoir ne pas avoir besoin de passer sa journée sur Internet pour lire une page. Alors donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les disciplines elles-mêmes travaillent ensemble. C'est là où la révolution la plus importante a lieu, comme l'expliquait très bien Jouvel dans une interview sur le GIEC. Jouzel. On ne travaille plus de la même façon. Par exemple, la médecine est très transdisciplinaire depuis toujours. Les sciences fondamentales recoupent les sciences cliniques qui elles-mêmes se recoupent toutes. On n'a pas du tout la même vision que si on était chacun dans sa bulle. Or, dans le domaine du comportement, on est encore chacun dans sa bulle, ou presque. Donc, c'est un changement profond de la connaissance de soi, déjà chez les scientifiques. La troisième dimension, c'est de s'appuyer sur les sciences appliquées qui viennent confirmer les sciences théoriques. Autrement dit, on va d'abord repérer les choses qui marchent plutôt que de dire des choses à faire. Il n'y a qu'à Faucon, et puis après de dire c'est pas bien, vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'est la grande différence. C'est que oui, l'humain on peut à peu près tout faire, mais tant qu'on n'est pas piloté, c'est comme un orchestre sans chef d'orchestre. Il faut quand même de l'orchestration. Ça ne veut pas dire être dirigé comme des enfants, mais il faut quand même un petit peu de coordination, sinon l'orchestre ne pourra pas jouer ensemble. C'est d'abord ça. C'est pas impossible du tout. Moi, je suis très confiant dans la capacité humaine à changer, simplement pour le meilleur ou pour le pire, tant qu'on ne coordonne pas. Juste avant de venir avec une illustration pratique des travaux du GIECO au sein de la Massif, il y a une question qui arrive dans le public qui est vraiment pour ce que vous disiez sur le fait d'être chacun dans sa bulle. Vous avez évoqué le fait que pour réussir à changer, il faut créer du désirable, donc ce qui était une réponse en creux à l'écologie dite punitive qui du coup ne donne pas envie. Et là on vous demande, est-ce que la compétition sociale peut constituer un levier de désirabilité pour amener les individus à s'engager dans un changement pour lequel ils auraient été sinon réfractaires? Alors, compétition, non, parce qu'elle reste très oppositionnelle et elle paralyse beaucoup de choses, même si elle a des vertus. Je préfère son équivalent sociable qui s'appelle l'émulation. Alors l'émulation, c'est la compétition ensemble. Alors on peut le faire ensemble en équipe contre une autre, ça reste de la compétition émulative, si je peux dire. Mais j'aime bien l'émulation tout court. L'émulation tout court dans laquelle on se donne pour défi de vaincre une maladie, par exemple, en médecine. Et là, c'est monde entier. Enfin, il y a toujours des gens qui font de la compétition. Mais quand on arrive à le faire en émulation, en coopération transversale à l'échelle planétaire, et il y a des domaines qui le font, waouh! Et comment dire, l'ambiance est meilleure, la productivité est meilleure, on partage les données, il y a beaucoup moins de fausses publications. Vous savez que dans les publications scientifiques, on n'est pas à l'abri. Hein. Ça, c'est pour les paranoïaques et noïdes. Hein. Il y a matière à se nourrir. Il y a 20-30% des publications qui sont trafiquées ou mal construites, pour le moins. Donc, dans les domaines qui sont passionnels, dans lesquels on poursuit des objectifs communs, on ne voit pas ça. C'est rassurant. Voilà. Oui. Voilà. Il fallait rester pour ce moment où on se rassure dans une journée où quand même, bon, évidemment, quand on ouvre le capot de la vulnérabilité en général, ça se passe pas bien. Jérôme, déjà merci puisque c'est grâce à vous qu'on fait la rencontre de Jacques. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire comment est-ce que la Massif a rencontré Jacques, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler avec le GIECO et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que le GIECO appliqué au monde de l'entreprise à travers le cas de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, à savoir la Massif?
Oui, alors tout simplement, nous on est assureurs, c'est-à-dire qu'on est en première loge quand même du changement climatique puisqu'on indemnise. Et c'est plus vraiment des aléas naturels, hein. C'est plus des aléas simplement déjà climatiques parce que c'est un risque maintenant systémique et c'est plus naturel puisque le rapport du GIEC, pardon, lapsus révélateur, mais du dernier GIEC montre que 100% du réchauffement climatique est d'origine humaine. Donc c'est un constat et on est en première loge et donc on s'est dit, on fait énormément d'actions de sensibilisation dans les territoires. On est mutualiste, c'est-à-dire qu'on a la technostructure et des élus qui sont des sociétaires, qui élisent des délégués, qui élisent au final le président de la Massif qui est un élu. Et ils nous ont donné pour mission de faire des actions de sensibilisation. Moi j'ai rien à vendre, aucun service, aucun produit, c'est vraiment la dimension mutualiste, c'est-à-dire qu'on propose gratuitement à nos sociétaires, on couvre 6 millions de sociétaires, c'est un Français sur 6. C'est-à-dire qu'on a un sociétariat qui est quand même représentatif de la population française. Et les études là, récemment montrent que 9 Français sur 10 sont quand même inquiets du changement climatique et 1 sur 2 a directement été impacté par un événement climatique extrême. Inondation, sécheresse, retrait argileux, gonflement des terres pour les fondations des maisons. Une maison sur 2 est menacée quand même de fissures. Donc un Français sur 2 a personnellement été impacté par un de ces événements. Donc il y a un vrai enjeu corporel, mais aussi sur les biens. Et par rapport à ça, on mène des actions de sensibilisation sur le réchauffement climatique, des fresques du climat, fresques biodiversité, des ateliers de sensibilisation aux pollutions plastiques avec Surfrider, un des partenaires. Et on soutient aussi la recherche scientifique, la connaissance, en soutenant le GIECO, justement parce que le problème c'est qu'on fait 200 actions par an, mais après on ne sait pas quid. Une fois qu'on a fait la fresque, qu'on a fait la conférence, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que les gens qui ont assisté à ça vont vraiment se mettre en action, changer de comportement pour avoir des comportements plus durables en mobilité ou en habitat ou autre? Ça on ne sait pas. Et on s'est dit, ces travaux du GIECO sur le facteur humain vont nous servir pour booster ce passage à l'action. C'est-à-dire, c'est bien de sensibiliser, mais encore faut-il derrière que concrètement, les gens, 1 mois après, 2 mois après, ils fassent quelque chose et qu'ils le fassent durablement. Et c'était l'intérêt. Et c'est pas simplement des recherches scientifiques. Enfin, si, c'est des recherches scientifiques, mais l'objectif pour nous, ça peut intéresser le citoyen, mais ça intéresse aussi les organisations. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que ça soit vraiment une science appliquée. Et on veut que ça nous serve concrètement. Donc nous, on a des équipes dans chaque région qui sont payées à plein temps juste pour faire des actions de sensibilisation. Sur les enjeux climatiques notamment. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas ce feedback sur qu'est-ce qui se passe derrière. Et nous, alors on ne le sait toujours pas, et ça va être difficile de suivre ces personnes, parce qu'on sensibilise au final plus de 200 000 personnes par an, donc c'est énorme. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on va faire un guide des bonnes pratiques en interne, dans le réseau, pour leur dire c'est quoi les tips, de façon très concrète, très pragmatique, c'est quoi les petites astuces, les trucs qu'on peut faire, que vous pouvez faire, la façon d'adresser les messages. Comment est-ce qu'on peut adresser le message sur les pollutions plastiques, sur les PFAS, sur le recyclage des matières premières, sur le réchauffement climatique, sur les enjeux de protection d'un milieu naturel. Donc voilà, quelles sont la façon d'aborder le sujet, les façons de parler ou les messages à éviter, et les leviers sur lesquels on peut agir pour faciliter le passage à l'action, pour que les gens ils se sentent concernés, que ça leur parle. Par exemple, on s'est rendu compte, un des premiers enseignements de l'étude qui est sortie en juin, c'est qu'on se rend compte de façon très pragmatique, à moins d'être vraiment à 100% engagé et super motivé, les gens, ce qui leur parle quand même, c'est lorsqu'il y en a un bénéfice immédiat personnel. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, ça va leur parler de faire un mouvement, un geste, un bon geste, un éco-geste pour la transition, s'ils y trouvent quand même un intérêt premier immédiat personnel. Donc là, on fait un webinar, par exemple, sur la sobriété dans l'habitat et dans le logement et dans les mobilités. Et au lieu de leur dire c'est bon pour la planète, ce qu'on fait, on leur dit concrètement, voilà, vous faites ce geste-là, ça vous fait tant d'économies. Et en plus, c'est bon pour votre santé. Donc on met en avant quand même l'avantage immédiat personnel que la personne peut en tirer pour son budget, pour son portefeuille et sa santé. Et on dit, et en plus, c'est aussi bon pour l'environnement. Voilà, donc on a cette approche justement. Et là, le guide des bonnes pratiques, ça va être des messages, des façons d'approcher un sujet, que les gens n'aient pas l'impression que c'est répressif, que c'est contraignant, ou qu'on va les plomber, ou qu'on leur demande de revenir à l'âge de pierre. Voilà, c'est comment adresser le sujet pour qu'ils trouvent, qu'ils soient motivés, qu'ils trouvent ça intéressant, et qu'ils y voient aussi un bénéfice immédiat à agir. Et c'est pour ça que c'est super intéressant ces travaux, et on va vraiment les mettre en application pour les sociétaires, et puis après en pratique interne pour les salariés, quoi. Alors, pardon, on me précise sur le chat qu'on n'a pas été assez pragmatique sur où est-ce qu'on trouve les travaux, quel est leur périmètre exact. Donc, le I de GIECO vaut toujours pour international. Donc, il y a une déclinaison internationale et française, c'est ça? Exactement. Donc, c'est sur le site qui est en anglais
pour le site scientifique, et puis il y a le site de l'Alliance pour le GIECO qui est aussi en français. Alors, le site où se trouve le rapport, premier tome téléchargeable, c'est IPBC, International Panel on Behavior Change, donc groupe international d'experts du changement des comportements, en français, donc GIECO, Alliance pour le GIECO, donc alliancepourlegieco.org, voilà le site le plus lisible si vous préférez lire en français. Et le site anglais, c'est là où se télécharge le rapport, donc c'est gratuit. Voilà. Alors pour l'instant, il est en anglais. Il y aura un résumé qui sera fait en français. Voilà, ça va prendre quand même encore quelques... Ouais, il y aura des fiches aux décideurs, une synthèse, hein, alors, comme pour le GIEC, voilà, qui va sortir. Là, bien sûr, tout est prévu pour que ça ne soit pas que juste des rapports qui terminent dans des bibliothèques universitaires ou sur des serveurs. À côté du GIECO, une alliance pour le GIECO regroupe toutes les parties prenantes qui le souhaitent, donc les acteurs économiques, les institutions, les acteurs de la santé, les acteurs de la culture, de l'information, de l'éducation, les ONG, etc. Et chacun dans des collèges particuliers qui peuvent travailler dans leur domaine particulier, mais qui peuvent aussi, bien sûr, à l'occasion, participer à des groupes de travail croisés, avec des remontées d'infos sur le groupe de travail 1 des scientifiques, transdisciplinaires. Donc tous ces mêmes domaines sont regroupés, mais chez les gens qui sont sur la facette scientifique. Et il y a donc un échange permanent entre le terrain qui remonte des expérimentations, des échecs, des succès, ce qu'on appelle des SWOT hein, dans l'entreprise en anglais, force, faiblesse, opportunité, risque. Autrement dit, le rétroviseur, ce qu'on a déjà fait qui marchait pas. Et à l'inverse, le pare-brise, ce qu'on n'a pas encore fait, mais pour lequel on a des appréhensions ou des opportunités qu'on espérait pouvoir accrocher. Et on s'aperçoit que, on fait travailler comme ça en convection, si on peut dire, des chercheurs qui répondent à des besoins du terrain. Et ça intéresse beaucoup plus que de lire des rapports. Alors j'ai plein de questions assez fermées qui arrivent, donc questions ouvertes, réponses ouvertes, prends qui veut. Faut-il conduire, piloter, accompagner le changement? Donc est-ce que le GIECO est dirigiste? Non, informiste. On apporte de l'information, de la vraie, solide, avec des analyses les plus rationnelles possibles. Ce n'est pas de la politique, c'est de la science, mais la science donne des opinions, puisqu'elle donne des faits. Et nous, au bout de la chaîne, hein, on utilise ces données quand même pour être incitatif. Enfin, clairement, oui. L'objectif, c'est que ça booste le passage à l'action, puisque, alors, je sais qu'il y a une montée en puissance un peu du clash de la science, des climato-sceptiques, ça revient un peu en force. Mais derrière, de toute façon, même avant ce mouvement-là assez récent lié à des élections quelque part de l'autre côté de l'Atlantique, même avant ça, de toute façon, il y avait quand même ce constat, c'est que la prise de conscience, elle a été faite, elle est toujours là, mais il y avait peu de passage à l'action. Alors des fois pas par mauvaise volonté, mais parce que les gens ne savaient pas concrètement ce qu'ils pouvaient faire, et c'est aussi peut-être un peu inquiet de se dire que c'était une goutte d'eau dans l'océan. Mais nous, l'idée, c'est de booster un peu ce passage à l'action, et on compte bien. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Hein. Quelqu'un qui habite à la campagne, il n'y a pas de transport en commun, il doit travailler tous les jours, il faudra bien qu'il prenne sa voiture. Il n'a pas forcément moyen d'acheter une voiture électrique. Donc il y a quand même des cas qui ne sont pas des cas particuliers, mais le plus gros de la population quand même se déplace en autosolisme dans des zones urbaines parfaitement desservies par les transports en commun. Donc il y a quand même des leviers d'action sur une grosse partie de la population qui peut faire d'autres choix en conscience et qui a les moyens de le faire. Et après, il faut juste être un peu plus incitatif, leur donner envie de le faire. Il ne s'agit pas d'être directif, hein, mais l'objectif, c'est quand même derrière que ça bouge. On ne le fait pas pour le fun, quoi. Alors j'ai une question d'échelle qui arrive justement à ce propos. Est-ce que l'individualisation de petits changements peut amener à un changement systémique global? Car M. Wendling parle de l'individu sans citer le système économique. Alors oui, autant pour moi, effectivement, il y a 3 leviers de toute façon. Hein. C'est l'économie, c'est les pouvoirs publics et c'est le citoyen. Et on joue sur les 3 niveaux. Alors les pouvoirs publics, c'est un peu plus abstrait, un peu éloigné, on le voit moins, mais c'est le travail de lobbying pour faire avancer la cause de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une économie dont l'objectif premier n'est pas juste de faire du business, mais bien de répondre à l'intérêt général. Et un des intérêts, c'est quand même le réchauffement climatique, hein, qui n'est pas un sujet anodin. Donc on fait beaucoup de lobbying pour faire avancer ces causes-là et ces sujets-là, et qu'on légifère dans ce sens-là. Il y a la loi AGEC, hein, l'économie circulaire, qui s'est concrétisée aussi par l'interdiction des plastiques à usage unique.
Après, il y a un travail d'économie, et là, nous, on fait de l'investissement. On est investisseur institutionnel, on a 5 milliards qui sont investis dans la transition économique bas carbone et dans la protection des milieux naturels. Donc ça, c'est très concret. On va financer des structures, des infrastructures photovoltaïques, éoliens, typiquement pour les énergies renouvelables. On va financer des entreprises qui ont des alignements de faibles émissions de carbone ou qui sont dans une logique de décarbonation. Donc ce levier économique d'investissement, il est quand même très conséquent. Et après, même dans nos offres de produits et services, je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit, mais on va quand même avoir des tarifs plus intéressants si vous prenez une voiture électrique en assurance que si vous prenez un véhicule classique thermique. On assure sans surcoût à la batterie électrique, on propose des taux de crédit plus intéressants pour l'acquisition de véhicules électriques. Voilà, il n'y a pas d'obligation, mais on met en place des dispositifs pour inciter le citoyen, le particulier, de faire des choix de mobilité ou d'habitat plus durable, avec de l'économie circulaire sur les pièces détachées. Enfin voilà, il y a plein de leviers d'action. Et le citoyen a quand même sa part à faire, hein, clairement, mais il n'y a pas que lui, effectivement. Hein. Il y a l'économie, on parle beaucoup d'économie régénérative. C'est-à-dire, c'est le fameux donut, vous savez, le donut, le petit gâteau très bon, avec ou sans glaçage. Mais l'idée, c'est que le trou au milieu, c'est le plancher. C'est-à-dire que les entreprises doivent se situer dans la partie où il y a le biscuit. Et le trou, c'est le plancher social, c'est-à-dire qu'il faut quand même répondre aux besoins essentiels de la population, se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner, se cultiver, se divertir, mais sans déplacer le haut du donut, le plafond, qui sont les limites planétaires, les 9 limites, sachant qu'on a quand même dépassé la 7e il n'y a pas longtemps sur l'acidification de l'océan. Donc voilà, c'est cette économie un peu plus responsable qui n'épuise pas les ressources, mais qui répond quand même aux besoins essentiels des populations. Voilà. Je vois le temps qui... C'est jouable, hein, tout le monde a sa part à jouer pour le coup. Je vois le temps qui file, j'ai au moins une très courte. Qui finance le GIECO en dehors de la Massif c'est demandé comme ça. Ce sont des donateurs, c'est un fonds de dotation qui, pour l'instant, finance, permet donc de défiscaliser. Dedans, c'est avant tout des individus, même si leur métier et leur origine sont diverses, mais les plus gros donateurs sont des mécènes à titre personnel, même s'ils sont entrepreneurs. Voilà, donc on a quand même... Bon, actuellement, on est sur un budget entre 100 et 200 000 euros par an. Clairement, il faudra qu'on vise l'équivalent du GIEC, quelques millions d'euros, pour devenir une institution. La finalité, c'est véritablement d'offrir une institution au monde qui, à l'évidence, n'était pas partie pour créer une institution sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, sur le stand Massif, on a une roue de la biodiversité, mais à côté, on a aussi un dépliant fait par Alvin, ici présent, avec toute la description un peu du GIECO et le contact pour en savoir plus. Et si vous voulez adhérer et soutenir, voilà, on a des plaquettes à dispo, c'est fait pour ça. Alors j'ai une question pour vous, Jacques, que je ne comprends pas, mais je vais vous la lire parce que j'ai l'impression que c'est pour vous. Est-ce que vous faites des parallèles entre le processus de changement individuel et les étapes de sortie d'addiction, le cercle de Prochaska et Di Clemente ? Alors oui, bien sûr, la psychologie est incluse dans les disciplines du comportement, pour ne pas dire qu'elle est la clé de voûte, mais pas la seule, loin de là, puisque nous sommes aussi des êtres sociaux, l'assertivité, tout ce qui est les processus d'apprentissage de la parole. Je cite souvent les cours d'empathie des écoles scandinaves, où on apprend à travers, non pas des cours où on dit que l'empathie date de je ne sais pas quand, d'Épictète, et avec des cours à la française, hein, c'est des cours scandinaves, dans lesquels ils ont fait des groupes de parole où ils aident les enfants qui n'ont pas de gros problèmes, mais qui ont tous des petits soucis, à parler de leurs difficultés, de leurs sujets de honte ou dont ils n'auraient pas osé parler parce que c'était trop intime, avec toujours les règles du groupe de parole, mais appliquées à des enfants et des ados de jeune âge et qui ne sont pas venus pour ça, et ils ne le font que quand ils le veulent. Eh bien, en 6 mois, à raison d'1 heure par semaine, je crois, des profs qui ont été formés en quelques heures, donc des choses très simples, qui ne coûtent rien au budget de l'État. Ça change radicalement le niveau de tolérance entre les enfants, le niveau de coopération entre les générations, avec les adultes, et avec le recul, ça change aussi leur intérêt pour les sujets de société. Bref, ça coûte rien, ça rapporte beaucoup, ça a l'air sympa, pourquoi on ne le fait pas ? Ça, c'est les pays nordiques, hein, ils sont à la pointe surtout. Ouais, c'est vrai, mais quand on le fait aussi dans certains domaines en France, ça marche très bien. On a par exemple sur le sujet d'abandonner
l'alcool ou le tabac, des performances comparables aux pays nordiques, parce qu'on fait des choses comme eux et on a d'aussi bons résultats et on fait partie des bons élèves de l'Europe. Donc non, c'est pas qu'on peut pas, hein, c'est qu'on fait pas. Docteur, contrainte. Normalement, 14h30, on avait fini, mais on a eu le droit à 5 minutes, donc je vous donne 5 minutes de rab. Et j'ai 3-4 questions qui me paraissent importantes. Le Shift Project a fait l'analyse que 20% des changements sont liés à des changements individuels de comportement. Quid des 80% restants? C'est toujours des facteurs humains. Mais Pas parce qu'on est décideur qu'on n'est pas un humain, et je ne sais quoi d'autre. Donc en fait, le facteur humain, il est partout, dans l'organisation. Hein, même les interfaces des algorithmes et autres, ils sont créés par des humains, pour des usages humains, pour faire de l'argent pour certains, et je ne sais, et ainsi de suite. C'est toujours du facteur humain, simplement, on ne le développe pas de la même façon. Quand on parle à des banquiers, ce n'est pas les mêmes critères qui les font bouger que quand on parle à des clients de banque. Et sur les humains qui sont dans les 80%, on retrouve quand même les pouvoirs publics, les entreprises et aussi, j'ai oublié avant, les associations qui ont un rôle de mise en mouvement quand même conséquent. Mais et en fait, si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a des raisons. Dans le premier tome du premier rapport, il y a déjà un sujet qui a vraiment été mis en avant, qui est le facteur implicite, et qui a juste un siècle ou un siècle et demi, c'est l'entreprise s'est fait pour gagner de l'argent, et les pouvoirs publics se chargent de l'intérêt général. Dans une république naissante, ce fut vrai. Chacun son rôle. Aujourd'hui, où il y a une déstructuration à cause de la mondialisation du rôle de l'intérêt général de l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de gagner de l'argent des entreprises et puis pas grand-chose d'autre. Donc on est sur un pied, quoi. On devient un peu unijambiste, c'est fâcheux. Comme vous évoquez le rapport, on vous demande quelles sont les plus grandes surprises qu'ont pu révéler les travaux du GIECO. Alors on va spoiler là. Il y en a, ça, on ne va pas avoir le temps. Mais je dirais, c'est le contre-intuitif. Les sujets les plus puissants sont ceux qu'on n'applique pas. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Parce que dans une certaine mesure, la partie la plus développée de notre intelligence, le cortex préfrontal, est celle qui est la plus en marge de nos mécanismes spontanés de fonctionnement. C'est le mode automatique, les vieilles structures qui prennent le dessus par défaut. Apprendre à se servir du mode préfrontal, c'est une culture, c'est un certain Antonio Damasio qui a particulièrement travaillé là-dessus, lisez certains de ses ouvrages. Donc en disant c'est une culture étendue, c'est une conscience étendue. Et plus on développe le préfrontal, plus on est heureux. Alors que demande le peuple, si je peux dire, dont je fais partie, hein, être plus heureux, plus souple, plus adaptatif, plus créatif, plus sociable, ouais, il faut juste faire la culture qui va avec. Et donc c'est un problème d'abord de culture. Mais c'est absolument accessible et ça rend heureux. C'est con, quoi. Et comme tu parles de culture, il y a aussi la culture de risque sur le changement climatique. Et ça, il faut l'infuser un peu partout, mais de façon joyeuse et pas anxiogène, quoi. On sait le faire dans certains domaines. Dans le domaine sentimental, on aime bien choisir des partenaires à risque. Ça crée des conflits, mais au moins on s'ennuie moins. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance. Donc voilà, bravo. Un autre domaine, c'est les vacances. On aime bien partir dans des domaines où on ne maîtrise pas tout. Pourquoi pas ailleurs? C'est aussi sympa. Alors justement, puisque vous parlez de pratique à risque, on nous dit, est-ce que l'éco-anxiété, est-ce que c'est contre-productif pour nous et plus généralement pour la société? C'est une mauvaise réponse à une bonne question. Tous les domaines dans lesquels on prend conscience du risque sont des domaines dans lesquels on évolue, mais ceux où on évolue moins, c'est ceux où la peur nous empêche d'avancer. J'aime bien une plaisanterie d'un certain Uderzo dans les Astérix de mon enfance, c'était chez les Vikings. Une des phrases clés qui m'est restée dans la tête à l'époque, c'était « Tout va bien, il y a plus de mal que de peur ». Redit en langage Olivier de Kersauzon, le pire ennemi du marin, c'est la peur. Et si on le dit encore autrement, le fait de comprendre que le stress, pour revenir au bon stress, c'est pas que le stress est bon, mais c'est l'intelligence qui utilise le stress pour nous avertir qu'elle n'est pas d'accord avec nous quand on ne l'écoute pas. Autrement dit, ce stress, c'est d'abord le nôtre. Ce n'est pas les autres qui nous mettent en colère, c'est nous-mêmes, nos automatismes. Le jour où on fait ce qu'on appelle les thérapies cognitives, qui ont justement compris que c'était notre incohérence, où on n'arrivait pas à aligner nos émotions et notre comportement, qui faisait qu'on était malheureux, et que ça se traite, et que ce n'est pas un effort, c'est un soulagement. Voilà. Alors peut-être que le GIECO va rendre un peu plus populaire le fait de se connaître. Vous pensez quand même qu'à l'école, on apprend à tout connaître sauf soi-même. C'est quand même monstrueux.
Et une toute dernière, et je vous libère parce que je vois qu'on abuse du temps et j'entends les sonneries, mais on pourra aller sur le stand de la Massif et tout découvrir. Une toute petite question de vocabulaire pour terminer. Est-ce que plutôt que de changement, il ne faudrait pas parler d'évolution parce que c'est une manière d'intégrer qu'il y a un avant, un pendant et un après? Un changement suppose qu'on n'est pas bien. Une évolution, c'est une transformation à partir de ce qu'on est. Et les vrais beaux changements, ils se font de l'intérieur, évidemment. Plaisanterie de psychologue, les WC, la psychologie, c'est comme les WC, ça s'ouvre de l'intérieur. Donc, il faut embarquer les gens. On ne le fait pas contre eux et sans eux. Il faut les embarquer, il faut leur faire envie. C'est très facile. Les bons profs savent tous faire ça. Donc, si vous voulez une séance de thérapie, Jacques pratique toujours et prend des séances et vous en aurez pour votre argent, il n'y a pas photo. Merci beaucoup à tous les deux, merci à vous, bonne suite de forum.